j'ai le plaisir de laisser la parole à Sylvain Amic, donc directeur des musées de Rouen. Voilà, pour simplifier la formule qui est très importante. Et voilà, ce qui est l'occasion évidemment d'évoquer maintenant la manière dont les activités scientifiques peuvent être menées dans les musées de région. Et là, ça fait écho effectivement à ce qu'a évoqué Philippe Barba au début. Voilà, comment est-ce que dans un musée de région où souvent le temps est compté et le personnel également, comment est-ce qu'il est possible de laisser aussi de la place pour les activités scientifiques? Oui, effectivement, passer après le Centre Pompidou et le Quai Branly, etc., et l'INP, c'est effectivement une autre échelle que celle des musées de région. Je crois que les collègues qui parleront dans la deuxième table ronde confirmeront. Une fois les conservateurs sur le terrain, ils se retrouvent face à une situation où ils sont dans des lieux, des équipes et des calendriers qui ne sont pas conçus pour la recherche. Donc la journée sanctuarisée à l'INP vole en éclats très vite et la recherche devient plutôt effectivement une pratique prise sur le temps du loisir. Pour donner un autre point de vue sur ce que disait le professeur Christer tout à l'heure, d'un modèle universitaire musée réuni, je dirais que les musées de région en France, on trouve souvent un autre modèle qui est celui d'un pôle de ressources qui est le musée, bibliothèque, école des beaux-arts. J'ai connu ça à Montpellier où j'ai travaillé pendant 10 ans, mais c'est également la même chose à Rouen. Le musée est adossé à la bibliothèque patrimoniale, l'école des beaux-arts était non loin également. Et au fil des années, ces fonctions-là, en général pour les questions de place, éclatent. Donc le musée se retrouve... le vainqueur, je dirais, se retrouve seul dans son bâtiment et n'a plus la même circulation, s'il y en avait une auparavant, entre les disciplines. Alors les espaces aussi ne sont pas très bien conçus pour recevoir des chercheurs. Donc évidemment, l'activité des musées prend en compte la recherche. Les conservateurs travaillent à l'étude des collections, ils publient, ils font des expositions, etc. Évidemment, nous accueillons des chercheurs, mais il est rare qu'une politique de recherche en région ait une coordination, comme c'est le cas dans les grands musées nationaux. Et je crois que c'est un des axes primordiaux pour le développement des musées de région. Il se trouve qu'à Rouen, et j'y reviendrai à la fin de mon intervention, nous avons créé une réunion de 9 musées depuis le 1er janvier sous la tutelle de la métropole. Et cette nécessité d'articuler la recherche devient de plus en plus urgente. Alors je vais essayer de faire comme mes prédécesseurs, de faire marcher le petit appareil. Il faut viser quelque part, par là-bas, voilà. Ah voilà, je suis allé trop vite. Alors, on va revenir en arrière. Alors, la particularité, j'ai un retour, c'est impeccable. La particularité à Rouen, ça a été la création il y a en 2010 d'une chaire d'histoire de l'art, disons de 2 postes de professeur d'histoire de l'art à l'université. On était dans le cas d'une université qui ne présentait aucun enseignement en histoire de l'art, tout au plus quelques options dans un enseignement d'histoire. On n'est pas encore à créer un département histoire de l'art à Rouen, mais il y a eu la création de deux postes d'enseignants à l'occasion de l'apparition du Festival Normandie Impressionniste en 2010. Donc c'est une bourse, une volonté, un financement annuel de la collectivité locale, de la métropole, qui permet de financer ces 2 postes et qui permet de financer des actions à hauteur de 100 000 euros en direction des musées sur le territoire. Donc évidemment, c'est un substrat tout à fait intéressant. On espère à terme voir arriver un certain nombre aussi d'axes de recherche fondamentaux sur les collections, mais pour l'instant, il s'agissait d'abord de prendre la mesure de la création de ce festival et de la recherche sur l'impressionnisme, et puis aussi de prendre en compte l'ensemble des activités événementielles, donc des grandes expositions. Donc les premières réalisations de cet attelage, ça a été un certain nombre de colloques qui ont permis d'explorer diverses questions liées à l'impressionnisme. Alors vous verrez qu'on est très très impressionniste en Normandie. Donc 4 colloques, la Seine, une vallée des imaginaires, ça c'était le colloque de 2015. L'impressionnisme du plein air à la lumière, c'était le premier colloque en 2010. Et voilà, si je vise bien,
Voilà. L'impressionnisme et la littérature, l'impressionnisme, les arts et la fluidité. On voit que les deux premiers colloques sont des colloques plus liés à des questions territoriales, je dirais, conformes un peu à des volontés édilitaires, conformes à une volonté de manifester un territoire à travers un programme scientifique. Les deux autres colloques, la littérature ou les arts et la fluidité, qui étaient liés au thème de l'eau, qui était celui de Normandie impressionniste 2013, on le voit, peuvent s'éloigner de ces premiers sujets, je dirais un petit peu terre à terre, si je puis dire, pour arriver à d'autres sujets plus fondamentaux pour la recherche. Alors, je vise là-bas en fait. Voilà. La deuxième possibilité, c'est, et je crois que c'est vraiment fondamental si on veut arriver à sauver la recherche dans un musée de région, c'est d'arriver à mettre en ligne l'activité de recherche, de l'incorporer dans l'ensemble des activités du musée. Donc évidemment, les conservateurs pratiquent eux-mêmes la recherche, ils publient, mais le dernier mètre, c'est-à-dire le moment où on se dote de la capacité de porter un projet de colloque qui va de pair avec une exposition, c'est en général ce qui manque dans les programmes, donc c'est les choses à laquelle nous nous attachons. Ça veut dire consacrer des budgets, consacrer des moyens et surtout trouver des partenaires. Alors nous en avons trouvé, je l'ai dit, avec l'Université de Rouen, nous en avons trouvé aussi avec Paris-Ouest, en particulier le LABEX, les passés dans le présent, qui est dirigé par Ségolène Lemaine, en particulier dans cette exposition cathédrale, qui était une exposition en 2014, qui déjà dans son concept brassait très largement l'ensemble des champs des sciences humaines et excédait très largement, disons, le domaine de compétences des musées. Or, ce qui me semble essentiel dans la démarche d'incorporer la recherche dans notre activité, c'est que c'est une ouverture. C'est-à-dire que, bien sûr, nous produisons des contenus, c'est la fonction des conservateurs et des musées, mais il s'agit de confronter cette production à d'autres, il s'agit aussi d'incorporer dans notre production d'autres regards. C'est quelque chose que l'on peut étendre, je crois, à l'ensemble de l'activité des musées, y compris incorporer des regards moins instruits, mais dans le domaine de la recherche, c'est quelque chose de fondamental. Donc du coup, vous voyez ce colloque qui a duré 3 jours, plus une journée consacrée aux jeunes chercheurs à la cathédrale transfigurée, qui a vraiment développé l'ensemble des sciences humaines qui pouvaient être intéressées par ce thème, la cathédrale de la modernité, en 2014. Alors l'année suivante, un autre type de partenariat avec un autre colloque et un montage un petit peu plus complexe. Sienne aux origines de la Renaissance, et on ne pouvait pas travailler avec le LABEX des passés dans le présent, encore que, puisque l'art siennois a été redécouvert à l'époque moderne. Mais là, nous sommes allés chercher Daniel Russo à Dijon, l'université de Dijon, qui est un grand spécialiste de l'époque médiévale et Renaissance, et surtout de l'Italie aussi, pour monter un colloque ensemble, et le monter aussi avec le Louvre-Lens, qui, en même temps que nous, proposait une autre exposition qui était d'or et d'ivoire, donc sur des thématiques relativement semblables, dialogue entre les arts, un nouvel imaginaire à la Renaissance. Donc voilà, l'important, c'est d'arriver à trouver les bons partenaires. Ici, l'Université de Rouen, l'Université de Dijon et le Louvre-Lens, de façon à pouvoir, on le voit ici, proposer un programme complémentaire, 2 journées, une au Louvre-Lens et une à Rouen, qui, il faut bien le dire aussi, permet, ce genre de coproduction, de s'adosser à un savoir-faire, parce que les musées, sauf dans les grands musées nationaux, ne sont pas dotés de départements de recherche, ne sont pas dotés non plus de l'ingénierie, de la capacité à porter des projets de colloques. Donc en nous adossant sur les universités ou en partageant également la tâche, nous trouvons des savoir-faire que nous n'avons pas forcément, que nous ne pouvons pas forcément porter. Autre colloque, alors ce sera cette année dans le cadre de la prochaine édition de Normandie impressionniste, de l'actuelle édition de Normandie impressionniste. Je suis très perturbé parce que les diapositives ne veulent pas passer. Mais le prochain colloque où l'on retrouve l'attelage que nous avions déjà connu alors j'appuie plus fort. Voilà. Bon. On retrouve l'attelage du LABEX, voilà, et de l'Université de Rouen, qui se tiendra le 6 et 7 septembre, de la même façon, permet de poursuivre cette recherche sur l'impressionnisme, et donc d'inviter des chercheurs internationaux. Vous voyez qu'il y a des grands noms de la recherche comme Michael Zimmerman qui viennent. Là aussi, cet apport d'énergie, cet apport de connaissances est absolument fondamental si l'on veut hisser le niveau d'activité des musées dans le contexte international.
Alors, autre type de collaboration. Alors, je veux bien aller plus vite, mais si ça passe pas, c'est difficile. D'autres sujets plus fondamentaux liés à une actualité, réalisés avec l'Université de Rouen, la mémoire sculptée de la guerre, un colloque sur la sculpture et la Première Guerre mondiale. Donc là, on voit bien l'actualité que nous avons pu exploiter. Pardon, ben voilà, du coup ça passe trop vite. Un autre colloque qui s'est tenu, sur non pas l'histoire des institutions, mais l'histoire d'un territoire et de son rapport à l'art, culture en Normandie, le tournant des années 80. C'est les années qui ont vu la naissance du Musée des Beaux-Arts de Rouen rénové, donc il était pour nous assez important de se pencher sur cette histoire-là, mais aussi plus largement d'étudier dans toutes les autres disciplines le domaine de la littérature, le domaine du spectacle vivant. Et puis, autre type de collaboration avec l'université, des cycles de conférences qui font l'objet de publications en recueil. Vous voyez là, La Lumière parle, un recueil de conférences qui a été publié cette année et qui reprend les communications faites dans le cadre de la préparation de Normandie impressionniste 2013 autour de la question du reflet dans la peinture impressionniste. Des journées d'études, l'actualité de la recherche sur l'impressionnisme, des actualités de la recherche sur la matérialité des œuvres, en particulier avec l'aide de Bénédicte Trémolière, qui est doctorante, et je vais y revenir tout à l'heure, et qui travaille justement dans le cadre d'un partenariat avec l'Université de Rouen et la métropole, ou encore penser l'impressionnisme après 1910. Alors, autre typologie de collaboration possible, voilà. Des chercheurs en résidence, là aussi avec l'aide de l'Université de Rouen. Donc toutes ces aides ne se cumulent pas, évidemment. Chaque année, on redéfinit le programme qu'il est possible de mener. Ici, il s'agit de deux conservateurs, par ailleurs fort respectables, Simon Kelly, qui est d'origine anglaise, mais qui travaille aux États-Unis, et également Marie Morton, qui est conservateur à la National Gallery de Washington. Donc là, la possibilité qui nous a été offerte, c'est de leur donner une bourse de résidence, 1 mois de résidence en France, donc pouvoir avoir accès à des sources directes. Et ensuite, le résultat de cette résidence a été publié dans le catalogue Normandie impressionniste 2013. Donc là aussi, une contribution qui permet de renouveler une approche et surtout de la fonder avec une nouvelle approche de sources liées à une résidence qui a pu être donc financée. Alors, Enfin, au-delà de ces expériences liées à des expositions, qu'en est-il des collections ? Alors, pour les collections, évidemment, on pense toujours que c'est le parent pauvre. Donc, nous avons pris un parti il y a 5 ans maintenant, à mon arrivée au Musée des Beaux-Arts de Rouen, c'est de réaliser une grande exposition tous les ans, mais de réaliser aussi un grand rendez-vous autour des collections. Donc, nous retrouvons des problématiques qui ont été mises en place, par exemple, aussi au Centre Pompidou récemment. L'idée d'animer le parcours des collections par des expositions dossiers, et donc d'y consacrer le temps et l'énergie nécessaires. Ça s'appelle le temps des collections. Nous en sommes à la 5e édition cette année. Et ce temps des collections qui donc voit à l'automne un bouquet d'expositions dossiers ouvrir en même temps dans le parcours des collections, est aussi un moment d'ouverture à des nouveaux regards. Donc ici on a par exemple des commissaires invités. Alors Germain Viat, qui a présidé à la fondation du Quai Branly, mais surtout qui a été directeur du MNAM pendant plusieurs années, mais aussi directeur de musées en province comme à Marseille. Un autre ancien pensionnaire de l'INHA, qui est Philippe Bock, qui est directeur des études à l'INHA pendant longtemps, et Michel Delon de Paris 4, qui ont travaillé cette année sur une exposition dossier autour d'Anicet Lemonnier, de son fameux tableau La lecture de l'orphelin de Chine, le salon de Madame Geoffrin, en 1755. Autre collaboration avec des collègues conservateurs bien connus ici, Marie-Paul Vial, qui, outre son passé de directeur de l'Orangerie, j'aimerais pas, ça ne veut pas passer, est aussi un des spécialistes de Puget, puisqu'elle a été longtemps directrice des musées de Marseille. Donc elle a cette année été commissaire d'une exposition autour du séjour normand de Pierre Puget. Donc on est bien dans un appui sur les collections et la façon de donner une nouvelle lecture de ces collections à travers un nouveau regard qui vient de l'extérieur, mais aussi à travers des œuvres qui viennent appuyer le discours de ce nouveau regard. Et également cette année un projet avec
de professeurs de l'EHESS autour de la flagellation du Christ de Caravage. Donc, voilà. Donc là, on est bien dans l'idée de mettre en perspective le travail lié aux collections. Les conservateurs font leur travail de recherche, ils publient à l'occasion du temps des collections leurs travaux, mais aussi de l'ouverture au monde universitaire ou au monde professionnel, de façon à bien mettre les musées dans un cadre. Ah ben alors là, je suis allé beaucoup trop loin. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais si on peut revenir sur le diaporama, qui est le mien. Non mais là, moi, je vois plein d'images, il se passe plein de choses en fait. Voilà, et alors on va aller un peu plus loin. Voilà, ça passe tout seul. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà, donc le temps des collections, au-delà d'être une manifestation, c'est aussi une revue. Donc on pouvait faire le choix de continuer à avoir une programmation qui soit avec des expositions qui se succèdent les unes aux autres et pas forcément toujours en lien avec les collections. Le choix que nous avons fait de partager l'année en deux, un temps collection, un temps exposition, permet aussi de créer un nouveau support qui est une revue. Il y a peu de musées de région qui ont une revue, il n'y en a même pas, je crois, quasiment. Par contre, tous les grands musées nationaux en ont une. Et dans cette revue, non seulement de faire l'actualité des musées, de faire également la place à chacun des dossiers qui est présenté dans le cadre du temps des collections, mais aussi d'ouvrir un espace pour des études qui sont plus fondamentales, qui ne sont pas liées forcément à des expositions. C'est ce que nous avons fait, puisque vous voyez 4 études qui ont pu être publiées, à la fois sur la céramique, sur des attributions, sur la sculpture ou encore sur un artiste rouennais fait par Olivier Mellet, qui par ailleurs est conservateur à Dallas. Voilà, donc ça c'est la façon dont la recherche a pu être intégrée dans notre activité jusqu'à présent au sein du Musée des Beaux-Arts. Le fait que nous ayons créé une réunion de musées, de 9 musées, dans lequel on retrouve à la fois le Musée des Antiquités, le Musée des Beaux-Arts, mais aussi des musées tête de réseau dans la région, Musée des Antiquités, Musée d'Histoire naturelle, également des musées de sciences et techniques, par exemple le Musée de la céramique, le Musée de la ferronnerie, musée, je dirais, industriel, le Musée de la corderie Valois, le Musée de la Fabrique des Savoirs à Elbeuf, qui est aussi sur le passé industriel d'Elbeuf, ou encore des musées littéraires comme le musée Corneille à Petit-Couronne. Donc cette réunion de musées, évidemment, ouvre complètement le champ des disciplines, encore plus, et donc voit nos modalités de collaboration avec l'université renouvelées et les potentialités accrues. Donc, du coup, un des grands axes de cette réunion de musée, c'est de gérer une politique de recherche, de la gérer sur l'ensemble de ces champs-là, et c'est ce à quoi nous allons nous atteler dorénavant avec la création d'une véritable coordination de la recherche à l'échelle des 9 musées. Voilà, je vous remercie.